Webinaire dans le cadre du programme MySchneider Bureau d'études. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier. On est en direct de notre centre Alpixpol, Innovalet, parce que en plus de vous expliquer la performance de nos onduleurs, on va vous le montrer directement en live dans notre laboratoire d'essai. Hop. Donc, tu peux juste avancer un coup. Donc aujourd'hui, on sera avec Pierre-Antoine Louveau, responsable marketing onduleur. Et puis, il y aura aussi Frédéric qui va nous aider pour les essais. Pierre-Antoine, je te laisse démarrer. Bonjour à tous. Alors déjà, c'est un plaisir pour moi de vous avoir aujourd'hui. Merci à Frédéric et Frédéric. On a un duo de Frédéric aujourd'hui. Donc, moi, je suis responsable marketing onduleur pour la France. Depuis de nombreuses années, je travaille chez Schneider Electric en tant que commercial et puis comme responsable marketing. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est l'efficacité énergétique, la décarbonation et puis le niveau de la haute disponibilité sur nos onduleurs. Donc, je change d'écran. J'espère que tout le monde m'entend. Et donc, nous allons pouvoir commencer. La première des choses, c'est déjà vous expliquer Secure Power, qui on est. Attendez, excusez-moi, tout ton micro prêt pour que c'est de retour. Déjà, voilà, parfait. Déjà, vous expliquer l'activité Secure Power de Schneider Electric qui vise à accompagner la transformation digitale de nos clients et bien évidemment en accompagnant la disponibilité. Idéalement, je vais vous passer une petite vidéo et vous allez comprendre finalement d'où on vient et qui on est. Notre histoire commence à l'aube de notre civilisation. Mais non, pas du tout. C'était plutôt dans les années 60. Notre histoire commence dans les années... Ça va pas là, ça sonne pas aussi bien je trouve. Eh bien, c'est pourtant à cette époque que Merlin Gérin a créé la première alimentation sécurisée pour une centrale nucléaire. Ah d'accord, pas mal. Autre chose? Premier onduleur avec de l'électronique intégrée dans les années 80, créé par MGE. Premier onduleur à batterie lithium-ion en 2010, créé par APC. Premier onduleur à 99% d'efficacité énergétique en 2013, créé par Schneider Electric. D'accord. L'onduleur le plus petit et le plus léger au monde en 2020. Et en 2022, notre Toutes ces innovations ont vu le jour grâce à l'expertise de Merlin Gérin, MGE et APC. Tu veux faire les commentaires à ma place peut-être? Aujourd'hui, réunis au sein d'une seule et même entreprise, Schneider Electric, pour protéger toutes les applications. Schneider Electric, leader mondial en matière d'alimentation sécurisée depuis l'aube des années 1960. Donc voilà, je pense que ça résume bien qui nous sommes. Vous l'avez compris, ça fait dans le groupe Schneider, ça fait près de 60 ans qu'on travaille sur les onduleurs, qu'on innove à travers Merlin Gérin, pour ce que certains connaissent MGE UPS System et APC, et la fusion de ces trois entreprises-là au sein du groupe Schneider. Aujourd'hui, je vous disais un peu d'où on vient, qui on est, et ce que nous faisons. Finalement, l'onduleur et l'alimentation sécurisée, c'est quelque chose que vous allez retrouver partout et tout le temps. C'est-à-dire partout et tout le temps. Pourquoi? Parce que dans nos usages quotidiens, dans notre vie personnelle, mais bien évidemment dans notre vie professionnelle, l'onduleur est partout, que ce soit pour protéger les usages domestiques ou les appareils dans le résidentiel, comme la box ou les ordinateurs, que ce soit bien évidemment dans les data centers, les centres de données. Aujourd'hui, la demande est, on le sait tous, de plus en plus forte dans les magasins, puisque dans les boutiques, chez les concessionnaires automobiles, entre autres, puisque les usages aussi se digitalisent dans la recherche, dans le médical et aussi dans des établissements, des centres commerciaux, des cinémas, des établissements recevant du public ou aussi dans l'industrie.
Et finalement, aujourd'hui, l'onduleur, dès que vous utilisez votre smartphone, vous passez au péage, vous rentrez dans un parking, vous connectez votre ordinateur aussi bien à la maison qu'au bureau. Et ben, derrière tout ça, il faut de l'alimentation sécurisée et il faut que ce soit disponible en permanence. Imaginez un data center, si petit soit-il, ou celui d'une PME, ou même dans une boutique, si il n'y a plus de connexion avec le monde extérieur, de connexion Internet, où les ordinateurs sont en panne, l'ordinateur des caisses de la boutique ou les serveurs informatiques de la PME. Aujourd'hui, tout est digitalisé et finalement, on peut plus travailler ou quasiment plus travailler. Donc ça, c'est un point qui est important et c'est aussi un point que je tenais à évoquer, c'est-à-dire que dans les choix que nous faisons aujourd'hui, dans les technologies que nous faisons aujourd'hui, bah, ces technologies-là, en termes d'alimentation sécurisée, sont partout, tout le temps, et sont là pour les 10 ou les 15 prochaines années, voire les 20 prochaines années, quand les machines sont installées. Ce qui est important aussi pour Schneider Electric, c'est de travailler avec un écosystème de partenaires dans le monde électrique et dans le monde industriel. Alors, ces partenaires-là, ils sont multiples. C'est bien évidemment les bureaux d'études qui sont des partenaires privilégiés chez Schneider Electric, les installateurs électriques, les OEM, les systèmes intégrateurs, mais aussi nos distributeurs de matériel électrique et nos clients finaux dans les différents segments comme l'hôpital, l'industrie, la pharma, le médical, ou choses comme ça. Donc c'est vraiment aussi ça qu'on soutient, c'est-à-dire que Schneider Electric, on n'est pas seul dans notre activité et on travaille en collaboration avec des partenaires et ce depuis longtemps et partenaires qu'on souhaite bien évidemment soutenir et former et continuer d'informer. Aujourd'hui, chez Schneider, ça c'est un point qui est important, c'est qu'on a une volonté très forte d'arriver vers la neutralité carbone en 2025. C'est pas du greenwashing, c'est une vraie volonté. On pousse à la fois nos sous-traitants, nos fournisseurs et on se challenge nous-mêmes pour arriver à une neutralité carbone. Pourquoi? Parce que on sait tous que c'est une réelle importance et on le voit dans le monde industriel et dans le monde de l'électricité. Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs cherchent à améliorer leur performance carbone. Nous, chez Schneider, on commence aussi par nous, en étant vigilants et attentifs à aller vers cette neutralité carbone. Donc ça, c'est un point qui est important. Et on sait aussi qu'il y a une forme de paradoxe actuel avec l'électrification des usages et les besoins de réduire l'impact carbone. Je vais vous parler rapidement de l'autre onduleur dont on dispose, puisque c'est le sujet du jour à travers l'efficacité énergétique et la disponibilité. Je vous fais juste un petit rappel, puisque certains des acteurs aujourd'hui qui sont présents peuvent rencontrer ça. C'est un rappel d'offre, en fait, sachant que chez Schneider Electric, nous disposons en tout cas d'onduleurs sur ce qu'on appelle la partie éclairage de sécurité et le désenfumage pour les ERP, les établissements recevant du public. Donc, par exemple, des terminaux d'aéroport, des cinémas ou des galeries commerciales, à travers une offre avec Easy UPS qui est certifiée sur la norme européenne 50161 pour l'éclairage de sécurité, Easy UPS 3M qui va jusqu'à 200 kW, KVA, qui lui a la double certification sur l'éclairage de sécurité, bien que les besoins en éclairage sont relativement diminués du fait de l'usage des LED, mais aujourd'hui, c'est certifié sur la norme sur le désenfumage et sur la sécurité incendie, la norme française sur le coup, NFS 61940, et on monte jusqu'à 600 kVA avec Easy UPS 3L, et on peut bien évidemment rajouter des environnements parallèles, déjà 600 kVA. Donc voilà, c'était un petit rappel pour vous dire que ces offres-là, on sait toujours les faire, on continue de les fabriquer, on est toujours certifié, et nos matériels sont conformes aux spécifications de normes en vigueur. Maintenant, on va rentrer plutôt dans le vif du sujet avec la partie efficacité énergétique et développement durable. Aujourd'hui, le secteur du bâtiment, dans son sens large, c'est-à-dire que le bâtiment aussi bien industriel et les usages industriels aussi bien le bâtiment tertiaire, finalement, ont une espèce d'équation difficile à résoudre. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de beaucoup plus de numérique. On sait aujourd'hui, les bâtiments se digitalisent, aussi bien les bâtiments tertiaires que les bâtiments du type hôpitaux ou d'autres bâtiments. Et puis avec cette digitalisation et cette électrification, finalement, ces bâtiments deviennent aussi énergivores.
Donc la consommation d'énergie, il faut arriver à équilibrer avec la performance environnementale et les enjeux actuels. Finalement, le vrai challenge, et ça c'est quelque chose qu'on a compris chez Schneider, c'est que aujourd'hui pour décarboner l'énergie, mais il faut aller vers l'énergie, vers l'électricité, aller vers une énergie qui ne soit pas fossile, et on a besoin de plus en plus d'énergie. Donc avec l'électrification, le remplacement de certains usages qui utilisaient des énergies fossiles remplacés par un besoin en électricité et une énergie décarbonée, il faut qu'on arrive à avoir une limitation et de limiter l'impact CO2. Et puis en même temps, on cherche toujours plus de sécurité et de disponibilité électrique. Donc finalement, le monde électrique et le monde de l'usage électrique est quelque chose qui se renforce et la demande se fait croissante. Après, aujourd'hui, nous, ce qu'on a développé au travers de nos gammes d'onduleurs Galaxy, eh ben, sachant qu'un onduleur, ça fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par an, et qu'il est installé pour 10, 15, voire 20 ans, eh ben, c'était de réussir à améliorer leur efficacité énergétique et le rendement. Et ça, c'est quelque chose qu'on a développé chez nous avec nos ingénieurs. C'était de gros investissements, mais c'était aussi une demande pressante de nos clients et de nos partenaires d'aller vers des réductions d'énergie et une amélioration du rendement des onduleurs. Plus de puissance, moins d'espace. Aujourd'hui, on se rend compte, on arrive à avoir beaucoup plus de densité de puissance dans un espace qui se réduit. D'ailleurs, d'avoir des onduleurs pour certains qui sont de moins en moins volumineux et de moins en moins gros. Avoir aussi plus de modularité, de maintenabilité, tout en accroissant la disponibilité. Donc, c'est des challenges qui sont pas toujours hyper compatibles, mais c'est quelque chose qu'on a réussi à relever. Et puis, avoir un meilleur TCO, c'est-à-dire un coût de possession pour les clients utilisateurs qui soit le plus bas possible. Ça, c'est le challenge qu'on a réussi à relever avec un mode de fonctionnement qu'on a développé chez Schneider qui s'appelle le mode e-conversion, sur lequel je vais un peu plus m'étendre après. On fera des essais et vous verrez tout ce que ça peut apporter en termes d'efficacité. Mais encore une fois, le point important, c'est la réduction, l'augmentation de l'efficacité énergétique et d'avoir un meilleur rendement sur nos machines. En termes de gamme, on va retrouver deux gammes principales dans notre catalogue d'offres d'onduleurs phasés chez Schneider. La gamme Easy UPS, qui va plutôt être à destination des bâtiments, on va dire, plutôt standards. On répond à tous les usages, puisqu'aujourd'hui, il faut aussi être capable de fournir des onduleurs qui soient très performants, mais avec des niveaux d'investissement qui restent raisonnables. Et puis, là, on couvre des 10 à 600 kW jusqu'à 2400 avec les versions parallèles. Et le dernier né, qui n'est pas loin de moi d'ailleurs, sur le labo de test, qui est l'Easy UPS modulaire qui va de 50 à 250 kW avec le système LiveSwap. Et puis, on passe sur la gamme, finalement, la gamme au-dessus, qui est la gamme Galaxy V sur laquelle on a développé la e-conversion. Encore une fois, ces deux gammes correspondent à des besoins qui peuvent être différents, avec des impératifs de niveau de disponibilité aussi, puisque les modèles ne sont pas tout à fait la même chose. Donc sur la gamme Galaxy V, aujourd'hui on a Galaxy VS qui couvre la puissance de 10 à 150 kW, qui est un onduleur qui monte jusqu'à un rendement de 99%. On a ensuite Galaxy VL qui couvre la plage de 250 à 500 kW. Je rappelle qu'on peut aussi en mettre plusieurs en parallèle pour arriver à 2 MW, voire 3 MW avec une adaptation logicielle. Et puis, on a Galaxy VX qui, lui, monte jusqu'à 1500 kW et où on peut mettre jusqu'à 3 onduleurs, voire 4 onduleurs en parallèle. Donc, ça permet aujourd'hui de couvrir l'ensemble des besoins de puissance du marché avec essentiellement, comme ce qu'on met en avant sur cette technologie-là, sur ce modèle-là, c'est le mode de fonctionnement en e-conversion qui permet à la fois en double conversion d'augmenter le rendement à plus de 97%, et vous le verrez sur nos appareils de mesure en live, et aussi en e-conversion d'arriver à plus de 99% de rendement. Ça, c'est des points qui sont importants. Pourquoi? Parce que quelques pourcents de rendement, finalement,
en termes d'impact carbone et de coût de possession, et ben, sur la note d'électricité et sur le bilan carbone, ça se ressent. Ça, c'était les modèles principaux. On va prendre un exemple en termes d'efficacité énergétique sur un onduleur qui a 100 kW de charge par rapport à un onduleur standard de type EasyUTS. Pour un onduleur standard, on est sur des rendements autour de 96%, qui ne disposent pas d'un mode de fonctionnement classe 1 en e-conversion, avec un Galaxy V avec un rendement de 99%. Bon, finalement, c'est un peu caricatural, mais il y a à peu près 3000 € d'écart en termes d'investissement entre les deux machines. Sauf que bah, finalement, grâce à la facture d'électricité, on parle peu de coût de possession, bah, finalement, cet investissement-là est gommé en un an, voire, suivant les prix de l'électricité, en moins d'un an. Aujourd'hui, on se base sur un prix du kilowattheure autour de 13 centimes. En fait, l'investissement est moins élevé, mais par contre, le coût de possession est beaucoup plus faible avec un onduleur qui a un meilleur rendement. Et ça, sur 10 ans, on économise à peu près 71 000 € pour une puissance de 100 kW. Ça, c'est un point qui est important. Pourquoi? Parce que quand je dis ça, je ne parle pas encore d'impact carbone, mais vous doutez bien que si on consomme moins d'électricité, ça a un impact sur le bilan carbone. Ça veut aussi dire que quelque part, on a tous la responsabilité dans le choix technique qu'on fait de se dire, bah, pour notre client, pour le client qui devra vivre avec le produit, lui au bout, c'est lui qui paiera la facture d'électricité et c'est lui qui supportera le bilan carbone de son installation. Encore une fois, 3% d'écart de rendement, ça peut représenter peu de choses, mais dites-vous bien, et tout le monde peut faire le calcul, que 3%, c'est à 100 kW, c'est 3 kW par heure d'économiser, et un onduleur fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et il est installé pour 10 ou 15 ans. Donc encore une fois, le choix, il est sur le long terme et l'impact, il est sur le long terme. Ça, c'était un point qui était pour moi important de souligner. Donc, je vous disais, au bout de finalement un an, bah, l'écart de prix d'investissement, on s'y retrouve à travers le rendement et avec un coût de possession qui est quasiment 65% inférieur à un onduleur standard. Enfin, en termes de bilan carbone, eh ben, finalement, c'est relativement simple comment dire, de convertir les économies en termes de kilowattheure en kilogrammes de CO2. Il y a un autre point qu'on peut ajouter, qui est la partie refroidissante, qu'on appelle le cooling, que vous retrouvez ici à droite. Bah, finalement, quand on regarde les kilowattheures économisés sur 10 ans, un onduleur standard, on va être à peu près à 24 tonnes de CO2, alors que l'onduleur e-conversion, avec un rendement de 99%, on va arriver à peu près 3,2 tonnes de CO2. Ce qui, au bout du compte, fait une économie avec le pooling de quasiment 28 tonnes de CO2. Pourquoi? Parce que si votre onduleur a un meilleur rendement, eh ben, le rendement, les pertes de l'onduleur, c'est de la chaleur. Ben, si vous gagnez 3% de rendement, vous évitez 3% de chaleur dans le local qui se dégage sur le ratio avec la puissance de l'onduleur. Donc sur un onduleur 100 kW, c'est 3 kW de chaleur qui sont dégagés. Et en fait, ces 3 kW de chaleur, bah, à un moment, il faut les refroidir. Alors, il faut choisir une ventilation naturelle. Et encore une fois, pour des questions de disponibilité, la plupart du temps, le local où se trouve l'onduleur et ses batteries sont climatisés. Si votre onduleur, finalement, il dégage moins de chaleur, il a un meilleur rendement, eh ben, il y aura besoin de moins de refroidissement, tant en termes d'investissement, pour une clim moins grosse, et en termes de fonctionnement, bah, si la clim est moins grosse, au lieu de mettre une clim de 5 kW, on met une clim de 2 kW, eh ben, c'est autant de kilowattheures consommés en moins. Et ça, c'est un point qui est aussi à prendre en compte. Ce qui fait qu'au bout du compte, on récupère à peu près 71 000 € d'économie sur 10 ans. C'est pas rien, c'est 7 000 € par an et à peu près 28 tonnes de CO2. Donc aujourd'hui, bah, beaucoup de clients sont séduits par cette approche-là parce qu'elle a un réel coût en termes d'investissement, elle a un coût en termes de fonctionnement, c'est intéressant.
et en termes de bilan carbone pour le bilan carbone global du bâtiment. Donc ça, c'est des éléments, bien évidemment, dont vous disposerez après ce webinaire. Maintenant, on va parler de comment on arrive à cette efficacité énergétique, comment on gagne ce rendement-là. Et encore une fois, ce n'est pas au détriment de la sécurité et de la disponibilité, et vous allez comprendre assez rapidement comment. Je vais vous relancer une petite vidéo et vous allez voir rapidement. Donc voilà, en moins d'une minute 30, globalement, l'explication de ce qu'est la e-conversion. Encore une fois, c'est pas quelque chose de complètement nouveau. On communique de plus en plus dessus. On sait que la crise énergétique, finalement, incite aussi aux économies d'énergie. Le prix de l'énergie augmentant pousse aussi, mais finalement, nous, on était déjà prêts il y a en 2015 avec le premier onduleur en e-conversion qu'on a sorti. Finalement, le mode e-conversion, qu'est-ce que c'est? Et il y a deux éléments avant de vous expliquer plus dans le détail sur lesquels j'aimerais m'attarder. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle la classe 1 selon la norme ondulaire qui est l'IEC 62040 kW/h. Donc cette norme-là, elle définit la qualité de l'énergie fournie par un onduleur. Et ça, c'était un point important chez Schneider, c'est de faire certifier et de certifier le mode de fonctionnement e-conversion en étant classe 1, au même titre que la double conversion. Un onduleur en mode double conversion est classe 1. Nous, nos onduleurs font aussi bien la double conversion que la e-conversion pour la gamme Galaxy V. C'est sélectionnable, mais en tout cas, on arrive sur le même niveau de performance en sortie et avec zéro temps de transfert qu'on vous montrera lors des essais qu'on va pratiquer. Donc ça, c'est la première des choses. Donc finalement, on va utiliser le réseau normal du client. Alors effectivement, on sait tous que dans le rendement d'un onduleur, qui joue, c'est de convertir ça en double conversion, de transformer le courant alternatif en continu, de maintenir en charge les batteries et retransformer le continu en alternatif en sortie. Donc ça, c'est la double conversion, convertie une fois, deux fois. Le problème, c'est quand vous faites ça, eh ben, vous dégagez de la chaleur. Et tout le challenge, c'était d'utiliser le réseau, on va dire entre guillemets EDF, et d'avoir le même niveau de performance pour les clients, avec une mesure et la certitude que quand on a des transitions, coupures, creux de tension, eh ben, il n'y ait aucun impact pour le client. Et ça, dans le cadre de la norme 62040-3. Donc la première chose, c'est que c'est un mode qui est sélectionnable. Le client peut faire le choix de fonctionner en e-conversion ou en double conversion, et c'est même programmable en fonction des périodes et en fonction, certains clients disent, bah, moi je veux fonctionner en e-conversion de telle heure à telle heure ou en double conversion de telle heure à telle heure, parce qu'on peut être dans des zones qui sont soumises à des variations de tension importantes en fonction des horaires. Ça, c'est encore une fois valable pour nous.
Lorsque on active la e-conversion, et vous le verrez sur les tests qu'on va faire, qui sont sur les tests bien évidemment, sur les appareils certifiés, les appareils étalonnés par un organisme extérieur, c'est pas nous qui venons régler derrière, vous verrez qu'on arrive à plus de 99% d'efficacité énergétique. On a aussi déposé certains brevets, par exemple sur le contacteur statique qui est ici. Effectivement, dans cette séquence, dans ce mode de fonctionnement-là, bah, si on vient à avoir un court-circuit en amont de l'onduleur, dans ce mode de fonctionnement-là, et ben, l'onduleur pourrait réalimenter finalement le court-circuit qui se trouve en amont. Et aujourd'hui, on a déposé un brevet chez Schneider sur le contacteur statique qui, on va dire, je caricature, fonctionne un peu comme une diode, ne va être passant que dans un sens, dans le sens amont vers l'aval et pas dans l'autre sens. Ce qui veut dire que, en cas de court-circuit amont, on efface éventuellement le risque, on enlève le risque que l'onduleur vienne s'effondrer parce qu'il doit réalimenter un court-circuit. Ensuite, les batteries sont maintenues en charge via l'étage inverter. Alors c'est un peu bizarre finalement, c'est l'étage onduleur, et ça c'est aussi une prouesse technique, un développement qu'on a mené. C'est que si vous regardez les deux figures qui sont ici, elles se ressemblent plutôt pas mal. C'est à peu près la même chose. C'est-à-dire d'un côté vous avez un redresseur qui normalement s'appelle le PSC ou le rectifieur, va transformer l'alternative en continu, puis de l'autre côté finalement, c'est à peu près la même chose. On va transformer le continu en alternative. La prouesse, tout le développement technique qui a été fait, c'est d'être capable de faire fonctionner cet étage-là dans les deux sens. L'onduleur, je leur dis, peut fonctionner en double conversion, mais quand on va être en mode conversion, pour éviter justement les pertes, on va utiliser ce qui est normalement la sortie de l'onduleur ici pour maintenir en charge les batteries. Et ça, c'est un point qui est vachement important parce que ça nous fait gagner toujours et encore en sécurité. Et encore une fois, ce mode de fonctionnement-là ne dégrade pas la qualité de l'énergie ou en tout cas la sécurité de l'alimentation sécurisée au niveau de l'onduleur. Un autre point, c'est qu'on vient aussi avec finalement cet étage inverter. Il fait à la fois chargeur et il fait aussi compensateur d'harmonique ou on va dire correcteur de facteur puissance. Ça, c'est un des défauts du mode qui pourrait être ce mode de fonctionnement. Ça pourrait être un des défauts. C'est-à-dire que les harmoniques et le mauvais facteur puissance généré par la charge, en fait, sont corrigés par l'étage inverter. C'est-à-dire qu'on vient compenser les harmoniques. Alors, on fera l'essai tout à l'heure, vous verrez, on va mettre une charge ultra polluée avec 70% de PHDI, par exemple, et on va avoir, finalement, on va descendre autour de 10%. Et ça corrige le facteur puissance, donc ça permet d'éviter que sur cette partie-là, le client ait du réactif et à payer ce réactif-là. Donc encore une fois, ce mode de fonctionnement-là permet de gagner le rendement, mais c'est fait au détriment de rien du tout, parce qu'on a évacué tout ce qui pouvait représenter un risque à travers le fonctionnement. Donc ça, c'est ce que je vous disais, la teneur en harmonique H3, H5, H7, plus le facteur puissance vont être largement compensés. Et puis finalement, si le réseau en amont qu'on va utiliser en AC in ici en bleu est insuffisant, il y a un creux de tension, une variation de tension, une coupure, l'onduleur automatiquement va basculer soit en double conversion, soit sur ses batteries et utiliser les batteries et automatiquement, quand les conditions de fonctionnement sont revenues à la normale avec un réseau électrique correct, il va rebasculer, ça il le gère tout seul, il va rebasculer en e-conversion. Donc encore une fois, il faut comprendre que c'est ce mode de fonctionnement-là qui nous permet d'atteindre des rendements aussi élevés. Il n'y a pas que ça, en double conversion, on dépasse aussi les 97%, vous le verrez, on fera les essais, et ce, à déjà des très faibles charges. Et ça, c'est un point important, parce qu'on sait tous que les onduleurs sont jamais chargés forcément à 100%. Donc je reviens sur ce que dit finalement la norme. Là, on parle de classe 3, c'est-à-dire que c'est l'équivalent de ce qu'on appelle le mode éco, qui existe depuis à peu près 40 ans sur les onduleurs, voire peut-être plus, où on utilise simplement le réseau EDF. L'inconvénient de ce mode de fonctionnement-là, et pourquoi il est classe 3, parce que le graphe que vous voyez dit qu'on peut basculer
entre 0 et 10, 15, 20 millisecondes et que ce mode-là l'accepte. Aujourd'hui, aucun client n'acceptera d'un passage à zéro de la tension et de fonctionner sur ce mode de fonctionnement-là. Après, on va retrouver un mode qu'on pourrait qualifier de classe 2 où il y a une coupure possible. Ça, c'est certains modes avancés de certains fabricants, par exemple, qui ne disposent pas de la même technologie que nous. Aujourd'hui, ils savent qu'il y a un mode de fonctionnement qui permet un peu le mode éco, mais réduit en termes de risque. En tout cas, sur le temps de basculement, ça ne réduit en rien le risque de court-circuit en amont et alimenté par l'onduleur, ou éventuellement de renvoyer des harmoniques et un facteur puissance qui soit incorrect sur le réseau en amont. Et puis, on a la partie classe 1, sans coupure, où là, la double conversion, et je le redis, la e-conversion rentre dans cette classe 1, selon la norme, ou la classe 1, et encore une fois, c'est pas le cas, vous le verrez sur les graphes de fonctionnement sur l'onduleur Galaxy. En fait, la norme dit il faut basculer dans un temps de 0 à 10, à peu près à 10, 15 millisecondes, entre plus ou moins 30% en variation de tension. Vous verrez, c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, en double conversion comme en e-conversion, on bascule sans passage à zéro de la tension, même aussi faible soit-il. Ça se voit pas et la charge ne peut pas être impactée. Et en double conversion, c'est peu importe quel fabricant d'ailleurs, la double conversion, c'est qu'on bascule avec 0 ou 0,1 milliseconde dans le temps de basculement. Donc, il n'y a aucun impact sur la charge, aussi bien en double conversion qu'en e-conversion. Et ça, vous le verrez dans les essais qu'on va faire. Donc là, on va passer aux essais de fonctionnement. L'idée, aujourd'hui, avec Frédéric Rioux, on est accompagné de Frédéric Moudugnol, notre technicien, c'était de vous faire vivre en live et de vous montrer ce qu'on vous raconte, finalement, Fred, c'est ça. C'était effectivement de montrer, de joindre le geste et l'action à la parole. Donc, on va basculer sur un Galaxy VX de 1500 kW où on va le mettre en marche en double. Alors, je vais basculer après sur les caméras en double conversion. On va le passer en mode e-conversion. Ensuite, on fera une coupure d'alimentation des deux réseaux et vous verrez sur la caméra de l'enregistreur de sortie de l'onduleur ce qui se passe et on fera le retour des alimentations et on vérifiera les courbes de fonctionnement. D'accord? Donc, je vais enlever ça. Là, on va se retrouver. On est sur le Galaxy VX. Donc, ça, c'est l'afficheur du Galaxy VX. Si tu peux me le mettre en synoptique, Fred, s'il te plaît. D'accord. On est là, voilà. Donc, on va retrouver Frédéric Rio, l'autre Frédéric à ma droite. Donc là, on a le Galaxy VX, on a positionné une caméra sur l'afficheur qui est un peu derrière ici, et vous avez la table d'enregistrement avec l'écran, vous allez retrouver notre caméra, donc qui doit être celle-ci, voilà, où vous aurez bien évidemment les courbes de sortie de l'onduleur, et où Frédéric viendra zoomer, et vous verrez au niveau des sinusoïdes exactement ce qui se passe sur ce qu'on appelle les transitoires finalement, passage d'un mode à un autre avec coupure ou non. Donc ça, on va retrouver ici, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là, je vais arriver à retrouver. Donc là, vous avez le Galaxy VX et vous retrouvez son mode de fonctionnement où on est bien en double conversion. Je confirme, j'ai du mal à le voir sur mon écran ici. Ah, parfait, oui, je n'ai pas vu le petit linéaire, excuse-moi. Où on est bien en double conversion. Donc là, on va basculer l'onduleur en e-conversion. Donc Frédéric va le faire au niveau de l'afficheur.
Donc là, l'onduleur va demander quelques secondes, et vous allez voir au niveau du diagramme. Voilà, et là, on voit que finalement, l'étage qui est ici n'est plus utilisé. On garde une LED verte ici, une LED verte ici. C'est assez simple au niveau du synoptique, mais ça permet tout de suite de le voir et on le voit à l'écran par où finalement passe l'énergie. D'accord? Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est que, encore une fois, on est en mode conversion. L'idée, c'est de simuler une coupure en amont de l'onduleur, comme il peut se passer, et de voir au niveau du synoptique et de la caméra ce qui va se passer sur, je ne vais pas arriver à le faire, sur cette caméra-là. Donc là, on enregistre. Il y a des appareils de mesure qui ont été mis en sortie et en amont de l'onduleur, et vous allez voir ce qui se passe au niveau des trajectoires. Donc là, il simule la coupure et la remise de l'énergie. On a, en fait, fonctionne avec des systèmes d'interrupteurs en amont dans le TGBT du labo de test. Et là, on voit immédiatement ce qui se passe à l'écran. Là, on voit effectivement la partie onduleur. Donc là, on doit être sur la partie, c'est là, Partie bypass. la partie bypass versus thread. Donc on voit où elle était utilisée, après elle ne l'est plus. Là, ce que vous voyez, le cône, c'est le moment où l'onduleur va fonctionner sur ses batteries et se remettre pendant un temps en double conversion avant de rebasculer. Donc ça, c'est la rampe de démarrage de l'entrée de l'onduleur pour éviter, en cas de problème, de venir surcharger le groupe électrogène quand il y en a un. Et là, on voit au niveau des sinusoïdes, donc on a bien le basculement qui intervient à ce niveau-là, comme le montre Frédéric. Donc ça, cette partie-là, c'est le courant qui est utilisé sur le réseau, on va dire le bypass quand on est en e-conversion, pas qu'en double. Et on voit bien ici qu'il n'y a aucune, on va dire, aucune accroche au niveau des sinusoïdes. Alors après, tout ce qui, même pas, je crois que c'est l'écran qui déforme. Mais aujourd'hui, voilà, on a sur les trois tensions, tension phase 1, phase 2, phase 3, on n'a aucune coupure, on n'a aucune croche au niveau des sinusoïdes des tensions. Donc ça, c'est un point qui est important, qui veut dire que tout simplement, il n'y a aucun passage à zéro de la tension quand on est en e-conversion et qu'il y a une coupure. L'onduleur va repasser le temps de la coupure sur batterie et en fait, il va faire deux allers-retours. Il va passer de la e-conversion à, entre guillemets, la double conversion avec ses batteries. Et à un moment, il va revenir en mode e-conversion. Et que ce soit dans un sens ou dans l'autre, finalement, il n'y a aucun effet sur la charge. La tension reste alimentée, reste correcte et la charge reste alimentée comme si on était en double conversion. Donc ça, c'était le point à vous montrer en premier lieu. Je vais rebasculer sur ma présentation. Hop. Donc, on a fait ces essais-là, passage, retour des alimentations, et on a vérifié effectivement les cours sur le transitoire. Et encore une fois, c'est comme si, finalement, comme si c'était rien passé, c'est complètement transparent pour la charge, il n'y a aucune variation de tension. Ensuite, on va passer sur les essais sur Galaxy VL. Aujourd'hui, on a un onduleur de 500 kW qui se trouve derrière moi. Pour les questions de simplicité de branchement des matériels, on passe d'une machine à l'autre, mais ça fait du sens. Vous verrez qu'on va être sur un mode de fonctionnement, on va le mettre en fonctionnement en double conversion. Là, on va faire des mesures de rendement à 15, 25, 50, 75 et 100% en double conversion. Et encore une fois, l'idée, bien sûr, tous les fabricants d'onduleurs ont le meilleur onduleur, c'est le meilleur rendement. Nous, ce qu'on voulait, c'était de vous montrer in vivo ce qui se passe et de faire les essais en live avec vous. Toujours un petit peu risqué. Pour l'instant, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne moins bien. Donc, on va se retrouver sur les caméras. Avant, on va faire encore une fois une deuxième phase en une conversion, donc vous verrez les rendements en double conversion, en une conversion, même mesure. Et puis après, on fera une mesure de PHDI avec la dépollution harmonique de l'onduleur pour voir effectivement que ce qui se passe si on ne dépollue pas les harmoniques
on peut faire le choix de ne pas les dépolluer, et si on les dépollue. Donc, je vais rebasculer sur les caméras. Là, vous allez retrouver la caméra qui est sur l'afficheur du Galaxy VL. Alors, c'est un 500, il affiche 200 kW. Pourquoi? Parce que on lui a mis que 4 modules et c'est suffisant pour faire les essais. Et puis, donc là, on se retrouve, Galaxy VL qui se trouve derrière moi avec les instruments de mesure, la table de mesure sur les rendements LTHDI et la table de mesure sur ce qui se passe en sortie. Donc, on va retrouver l'afficheur, on va retrouver la table de mesure en sortie de Galaxy VL et la table de mesure en termes de rendement. Voilà. Donc, on a dit mise en marche en double conversion et mesure du rendement à 15% de charge. Frédéric, s'il te plaît. On a 36 kVA, 35 kVA, facteur puissance 1, donc charge purement résistive. Alors là, effectivement, on s'est mis sur une charge résistive. Donc la mesure du rendement, c'est la ligne du dessus. Et donc à 15% de charge, donc à peu près 35 kVA, on est à 96% de rendement en mode double conversion. Vous verrez après, quand on aura changé le mode de fonctionnement de l'onduleur, qu'on l'aura mis en e-conversion. Donc là, on va passer à 25%, de charge. Donc on voit au niveau de l'onduleur, ça monte. On est à peu près, alors ça tombe pas pile poil comme on dit. Il va essayer d'affiner, il remet un peu de charge avec les bancs de charge. C'est une réinstallation. Hein. Moi, je touche pas au bouton parce que c'est trop dangereux. Là, donc, on voit que l'onduleur est à peu près à 25% de charge. Et on voit qu'on arrive maintenant à 25% de charge à 87,5. En fait, la performance aujourd'hui sur les onduleurs, c'est aussi d'amener des rendements très élevés, déjà élevés, avec des faibles charges. Il faut juste se rappeler qu'il y a 15 ou 20 ans, un onduleur chargé à 15 ou 25%, il avait un rendement qui était vraiment pas bon. On descendait en dessous des 90% et même on était à les générations à 85 voire 80% de rendement. Donc même si on consommait pas beaucoup, en tout cas on consommait mal. Donc là on va passer à peu près à 50% de charge. Donc vous voyez que là la puissance en kilowatts augmente. Donc, je vous ai dit qu'il y avait 200 kilowatts de charge de module non onduleur. On a 100 kilowatts sur l'enregistreur. On va vérifier ici. Voilà, on a 50,3 pour l'onduleur. Et pour ça, faire ça, hop, ça plus simple. Et on arrive à 97,1%. Ça, c'est vraiment important. 50% de charge sur l'onduleur, on dépasse déjà en double conversion les 97% de rendement. Encore une fois, c'est une vraie évolution. Peu de constructeurs à maîtriser ça. Il y a plein de choses qui ont été développées derrière, comme le soft switching, c'est-à-dire ne pas commuter en double conversion quand on est sur des tensions à 0 volts. On est sur des étages onduleurs qui sont hybrides. Il y a énormément, et ça on s'en doute pas, mais développement logiciel sur le firmware des onduleurs et sur la gestion, une ventilation à pas variable, et beaucoup de choses qui permettent d'arriver à ce rendement-là. Maintenant, on va passer à 75%. Donc, on va se remettre sur l'onduleur. On est à peu près à 73,3. Trouve-moi quelques kVA de plus. C'est pas mal. J'aime bien quand c'est... Ouais, c'est pas mal. Allez, 76,2. On bascule, on est à 97,4. Alors, effectivement, la courbe, elle a presque son point le plus haut à 50% de charge. C'est pas un hasard, c'est pas un défaut de fabrication de l'onduleur. C'est qu'en fait, on sait que la plupart des usages se font à 50% de charge. Après, je vous rassure, elle ne s'effondre pas, on ne retombe pas 92% de rendement. Vous allez le voir, on va basculer l'onduleur et on va lui mettre un peu plus de puissance. Là, il est à un peu plus de 200, quasiment 200 kW. Donc la puissance, on a 200 kW de modules dedans. Il y a des modules de 50, il y en a 4. Et on voit tout de suite, on va vérifier, on a même un peu en surcharge, mais au moins ça prouve qu'il tient même la surcharge. Et là, on arrive à 96,81. Donc la courbe, elle a une tendance à 100% de charge à fléchir un peu.
Mais encore une fois, là, on est dans un cas où l'onduleur, il est limite en surcharge. Et c'est exceptionnel qu'un onduleur soit chargé complètement à 100%. Le client, c'est même pas une bonne nouvelle pour le client. Et généralement, si on enlève, par exemple, on va dire 20 kVA, on se met à 90%, Frédéric va nous faire la simulation. Vous allez voir qu'on repasse assez rapidement au niveau des 97, on les avoisine quand on est sur un onduleur qui là va être chargé à peu près à 90%. Donc voilà, on flirte, on monte, on descend. En tout cas, voilà, sur la double conversion, ça vous donne déjà une idée des rendements qu'on est capable d'aller chercher. Par une fois, le rendement, c'est presque le nerf de la guerre, si je veux dire, c'est vrai. C'est moins de consommation énergétique et un bilan carbone qui est amélioré. Maintenant, on va faire basculer l'onduleur en e-conversion et c'est là qu'on va voir toute la différence en termes de rendement et d'efficacité. Donc, je laisse Frédéric faire la manip. Je suis obligé de cacher parce qu'il est en train de taper le mot de passe de l'écran. Juste se recache. C'est juste que il y a une sécurité, au moins ça prouve qu'il y a une sécurité, et qu'il faut au moins un mot de passe pour changer certains modes de fonctionnement sur l'onduleur, qui est plutôt une bonne nouvelle, et c'est une bonne sécurité. Donc là, on a repassé l'onduleur on est passé de la double conversion à la e-conversion, et on se met à peu près à 25% de charge. 23, on avait dit 15 au début, non? Voilà, 15%. Voilà, parfait. Ouais, c'est pas grave, on a 13. Là, à 13% de charge en e-conversion, on est déjà, encore une fois, c'est très bas, on est au-dessus de 96,5% de rendement. Et vous allez voir, en fait, le rendement optimum, il est autour de 90%. Et on va monter, donc on va passer à 25% de charge. Et là, on dépasse à 25% de charge, déjà 98% de rendement. On va continuer de monter, on va le monter à 50% de charge. Donc là, vous avez à peu près 100 kW. On va vérifier à l'écran. Voilà, 50% sur l'onduleur. Et là, on arrive, on frôle les 99% déjà à 50% de charge. Encore une fois, c'est longtemps que je travaille dans les onduleurs. Forcément, je prêche pour ma paroisse et on pourrait me qualifier, dire que je suis pas très objectif, mais en toute honnêteté, c'est déjà une vraie performance. On va passer maintenant à 75% de charge. Ah, ça va, c'est bon. Là, on arrive à 99,2. Plutôt une belle perf. Encore une fois, c'est géré comme on l'a vu. Hein. Le mode e-conversion n'amène pas de risque pour l'alimentation et pour les charges. On garantit qu'on est que la fin. Par contre, là, voilà, on annonce 99%, qui est le rendement moyen entre les différents taux de charge, mais on dépasse les 99%. On va se rapprocher des 100% et vous allez voir que le rendement se passe un petit peu. Mais ça, c'est normal aussi. Parce qu'on a quand même quelques organes à refroidir au niveau de la machine. Donc là, on est quasiment, ah non, c'est mieux. C'est mieux. Il a eu des vitamines, ça c'est aussi des améliorations liées au firmware de l'onduleur. On arrive à 197 kW. On va vérifier sur l'onduleur. 98%, 99% de charge. Alors il y a quelques kVA qui se baladent. Aujourd'hui, on reste encore une fois au-dessus de 99, même 99. En fait, on continue aussi d'améliorer nos machines avec différentes évolutions des firmware qui permettent de gagner quelques centièmes, voire quelques dixièmes de pourcentage de rendement. Donc vous voyez, encore une fois, et je le redis, ça c'est le point qui est vraiment important, on a des rendements qui sont très élevés, on dépasse les 99%, mais c'est pas au détriment de la qualité de l'alimentation et c'est pas au détriment de la protection des charges des clients. Et ça, c'est un point qui est vraiment important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des centaines de milliers de clients et des centaines et des milliers d'onduleurs de ce type-là qui sont installés chez des clients et qui aujourd'hui fonctionnent sans problème. Et les clients ne trouvent finalement rien à redire, c'est complètement
transparents dans la qualité d'alimentation électrique de leur machine. Je vais repasser sur ma présentation. Donc, les essais qu'on vient de faire, 15, 25, 50, 75, 100% en double conversion. La même chose en e-conversion. Et puis maintenant, on va passer sur la charge de polluer ou dépolluer. Effectivement, quand on est dans le monde de fonctionnement de la e-conversion, on dit ouais, ok, mais il y a des harmoniques qui peuvent remonter. Encore une fois, c'est un des risques qu'on a voulu évacuer et qu'on a voulu gérer. Donc là, ce qui va se passer, c'est que Frédéric va mettre une charge extrêmement polluante. Vous allez le voir sur la caméra qui est celle-là. Je peux le mettre sur la table, s'il te plaît. Alors, on voit pas très bien la partie en bas, en fait, la ligne bleue. C'est la bleue qu'il faut qu'on arrive à voir. Plus près. Je vais zoomer. Voilà, donc on le voit à l'écran. Là, ça c'est le pic de charge, enfin le signal de la charge. Ah, parfait. Bon, on est dans un cas, encore une fois, on est dans un cas volontairement important pour montrer à quoi ça ressemble. Je pense qu'il y a peu de clients qui ont ce type de charge-là, mais en tout cas, ça montre la capacité et le potentiel de dépollution harmonique. Donc aujourd'hui, si vous retombez, vous regardez ici, ça c'est les mesures du THDI que l'onduleur retrouve liées à la charge, hein, finalement sortie. Encore une fois, c'est presque grossier, tellement c'est important, mais ça montre encore une fois le THDI qu'on va retrouver au niveau du réseau de l'onduleur, et ça sans dépollution. On est d'accord? T'as pas mis la dépole là? Alors, dans la charge, on a 80% de pollution et Ah, on corrige à hauteur de 10%. moi Ouais, je voulais maintenant, je voir. peux te le désactiver maintenant. Voilà, je voulais voir désactiver. Donc, on passe de 80% de THDI à peu près au niveau de la charge à en amont de l'onduleur 10%. Et vous allez voir quand on enlève, Frédéric n'a pas voulu le faire dans l'ordre où j'aurais voulu le faire, mais c'est pas très grave. Ça marche dans les deux sens. C'est comme la e-conversion. En fait, vous allez voir, voilà. Là, il a enlevé la dépollution sur l'onduleur. Et ça, c'est ce qui, une fois la dépollution harmonique enlevée, que vous allez retrouver en amont de l'onduleur et au niveau des TGBT et même des transpos en aval des transpos HTBT de l'onduleur. Donc maintenant, il va le remettre et on va voir aussi au niveau du facteur de puissance. Vous pouvez voir le facteur de puissance là sur l'appareil. Ça, c'est un point qui est important. Ça, Donc, c'est en amont. Donc là, on est à 0,84 en inductif, on est d'accord? Oui, C'est ça? en amont. En amont de l'onduleur. Là, vous allez voir, donc on n'a pas un bon facteur puissance en amont de En l'onduleur. aval, on est à 0,7 inductif. Voilà. En amont à 84, et quand tu remets la dépollution harmonique, On passe pratiquement à on arrive 0,99. quasiment à 1. Donc finalement, pour le client, c'est transparent et il n'y a pas d'impact sur le reste de son installation, sur le fonctionnement en e-conversion, encore une fois, avec, bien évidemment, il faut activer la dépollution harmonique. Certains me demanderont pourquoi on l'a pas mis d'office, parce qu'il y a des clients qui nous ont dit pourquoi vous ne l'avez pas mis en option. Voilà. Donc le mieux, c'est de pouvoir choisir et c'est toujours plus intéressant. OK? Donc maintenant qu'on a fait cette partie-là, eh ben on va continuer et s'orienter vers la deuxième partie du fonctionnement, qui est la modularité avec ce qu'on a développé chez Schneider, qui s'appelle la partie Live Swap. Alors la partie Live Swap, en fait, c'est une nouvelle conception au niveau des modules de puissance. Aujourd'hui, on est sur des onduleurs, et ça, c'est un point qui est important. Chez Schneider Electric, on fabrique plus d'onduleurs monolithiques, ou, sauf exception, il y en a encore une ou deux. L'ensemble de nos onduleurs sont des onduleurs modulaires. Alors, soit des onduleurs avec une conception modulaire, comme sur la gamme I, où c'est des modules de puissance qui ne sont pas, entre guillemets, échangeables à chaud, soit sur Galaxy VS VL,
Et demain, je peux l'avouer, on aura un remplacement de Galaxy VX dans quelques mois. Aujourd'hui, on n'aura plus que des onduleurs modulaires. Donc le live swap, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la capacité de changer les modules sans prise de risque au niveau humain et au niveau matériel, avec un niveau de sécurité supplémentaire. Donc finalement, aujourd'hui, au niveau des modules, qu'est-ce qui se passe? On vient desserrer, il y a des vis de sécurité quand même physiques, et derrière, de manière assez simple, on vient sortir le module, l'extraire, et si le module est en panne, eh ben on remet un module, et ce module de puissance-là, bien évidemment, se met à jour automatiquement au niveau du firmware non onduleur. Ça, c'est un point qui est important. Si le module est plus récent que le firmware non onduleur, c'est pas très grave, puisque le module va se mettre à jour, et c'est l'onduleur qui va mettre à jour le module en quelques secondes. Alors, finalement, qu'est-ce que c'est que le hot swap? On pourra dire, bah oui, c'est module échangeable à chaud, et par rapport, le live swap par rapport au hot swap. En fait, la grosse différence, et ça, chez Schneider Electric, on fournit les onduleurs pour le monde entier. Il y a des normes, il y a des zones dans le monde, et en particulier aux États-Unis, où ils ont des normes qui sont plus strictes que les normes européennes ou les normes asiatiques, par exemple. Et aujourd'hui, bah, la NFPA, qui gère une norme aux États-Unis, impose un certain niveau de dégagement de calories par centimètre carré, ce qui équivaut à un flash électrique. Et pour être compatible avec cette norme-là et pouvoir vendre chez eux, il a fallu aussi qu'on adapte nos matériels, et c'était aussi une demande des clients. Le fait que ce soit échangeable à chaud finalement ne garantit pas l'absence de risque et n'amène pas une certification par rapport à un aspect normatif. Donc finalement, aujourd'hui, quand on enlève et qu'on remet le module de puissance dans un onduleur, module live swap, on annonce quoi? On annonce que finalement 1,2 calories de dégagement, il y a toujours un petit arc électrique, mais aussi faible soit-il, et ben c'est la zone de limite d'arc électrique. Je pense que bien beaucoup d'entre vous ont passé leurs habilitations électriques, au même titre que moi. Donc aujourd'hui, il y a un accès qui est très restreint, où il y a des pièces nues sous tension, qui peut être le cas. En fait, on peut considérer l'onduleur au moment où on débranche et on remet un module d'être dans une zone d'accès restreint, où il faut l'habilitation qui va bien et les EPI qui vont bien. Et en fait, aujourd'hui, tous les essais et la certification qu'on a obtenue, aussi bien au niveau de la norme américaine que des normes européennes, fait qu'on protège à la fois le technicien et le matériel, l'onduleur et le module, contre le risque d'arc électrique. Et dites-vous bien, 1,2 calories par centimètre carré, c'est comme si vous vous trouvez à 5 mètres c'est comme si vous vous trouvez à 5 mètres de la machine en termes de zone de risque. D'accord? Pourquoi on est arrivé à ça aussi? Parce que c'est la conception du système d'embrochage et de débrochage qui écarte les risques d'arc électrique et de court-circuit. Et chez Schneider, on ne fait pas forcément, on est connu pour ça, pour notre sérieux, et on ne fait pas les choses à la légère. Et donc, on a mené toute une série d'essais pour limiter l'exposition des techniciens lors de manipulation et arriver à un niveau de sécurité qui soit spécifique par rapport à ce qu'on a développé. Donc, encore une fois, bien sûr, c'est pas d'aujourd'hui, on fait des onduleurs qui sont hot swap ou avec des modules échangeables à chaud. Après, c'est quel risque on prend humainement et techniquement quand on fait cette manipulation-là. Ça, c'est un point qui est important. Donc aujourd'hui, finalement, c'est le système, comme je disais, d'embrochage et de débrochage du module qui fait que finalement, les points de contact vont être isolés et vont se retrouver décalés. Caricature un peu, mais c'est un peu le principe de la prise domestique finalement, où on contient à l'embrochage ou au débrochage, on contient l'arc électrique et ça c'est lié au connecteur. Alors on a fait des essais, ils les ont lâchés de quasiment 2 mètres de haut, ils ont endommagé le connecteur, ils ont mis des modules en court-circuit qu'ils ont installés dans des onduleurs pour voir qu'il y avait une propagation de l'arc électrique liée au fait que le module soit en court-circuit. Et en fait, on a passé tous les tests et aujourd'hui, on continue à travailler bien évidemment, sur d'autres gammes d'onduleurs, sur le même type de système d'embrochage,
pour réduire au maximum les risques. Donc, on a fait des tests aussi sur un verrouillage, défaut de verrouillage mécanique, mais aujourd'hui, on a cette qualité de connexion qui nous permet de dire que le live swap est quelque chose d'extrêmement sûr au niveau du module d'alimentation. Donc, ce qu'on va faire avec Frédéric, on va revenir sur cette partie-là, et sur l'onduleur, on va sortir un module. Je sais pas, tu mets 100. Je vais mettre 100 kW sur l'onduleur. Donc, on va se remettre ici. Voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir, je sais pas si on voit très bien, mais vous allez voir, Frédéric va sortir le module. Va dans un premier temps, voilà, commander l'information, il sort le module. Donc là, on a l'afficheur, l'onduleur aussi ou pas, non? Donc là, attends, attends, non, mais on va remettre cette caméra là. Parce qu'on voit l'écran. Désolé, on est en live. Donc là, au niveau de l'onduleur, point important, il affiche 150 kW. Donc pour lui, il réduit sa puissance. Effectivement, on lui a enlevé un module et automatiquement, il recale sa puissance. Et Frédéric va remettre le module en place. On aurait mieux fait de laisser grand ouvert. On va mettre comme ça. Est-ce qu'on voit bien? Ouais. Ouais. Je vais repasser sur l'autre caméra et vous allez voir tout de suite au niveau du module, ça c'est la caméra, mais ça marche aussi. Hop, celle-là, 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 et voilà. Et là, il va remettre le module en place. Et en fait, le module va se réinitialiser. Il faut attendre quelques secondes que la LED verte sur le module, la LED verte qui est en bas clignote. Et le module va repasser opérationnel. On va le voir sur l'afficheur. Il va passer de 150 kW et voilà, il est repassé à 200 kW. Et le module est en train de finir de s'initialiser et redevient opérationnel. Une fois changé un module, le module il fait 28 kg. Hein. Il vaut mieux être deux effectivement pour le changer. Ça reste c'est presque un onduleur de 50 kW. Donc là, il termine sa réinitialisation et à un moment, la LED va passer en statut vert maintenu, rouge. Voilà. Et maintenant, la LED est verte, donc le module est opérationnel. Donc vous le voyez, ça se fait allez, changer un module, il faut moins de 2 minutes. Si un module qui vient à tomber en panne, on peut rapidement le remplacer. Les modules sont bien évidemment redondants entre eux, ça c'est un point qui est extrêmement important. Si vous avez un onduleur 500 kW et qu'il n'y a que 300 kW dedans, ben, c'est autant de modules en redondance que vous avez. Et puis, c'est des modules qui nécessitent peu d'entretien. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que la conception du module, finalement, elle fait que et le système fait que il y a très peu d'entretien à faire. Par exemple, les ventilateurs, on n'a pas besoin de changer le module complet. On a un système où en fait pardon, c'était sur cette slide-là, on vient sortir en partie le module, il n'y a pas de risque. On a juste à retirer la plaque de protection qui est au niveau des ventilateurs. On sort les ventilateurs, on les débranche, on remet un couple de ventilateurs et derrière, on remet le module. Par exemple, ce qui est condensateur, tout ce qui est condensateur continu, les condensateurs spécifiques sont prévus pour une durée de vie de 15 ans. Donc encore une fois, on amène de la modularité, on amène de la sécurité et de la résilience à travers le fait que l'onduleur, bien évidemment, a une redondance interne avec ces différents modules. Et on a bien évidemment tous les états de fonctionnement au niveau du module qui permettent de savoir dans quelle position il est. Voilà. Donc ça, on vient de le faire, les essais, l'extraction partielle du module, la remise en place du module et l'information sur la fiche. Il est 15h07, je vais terminer cette présentation-là par vous dire qu'aussi que chez Schneider Electric, il y a plein de monde. Les clients nous disent souvent vous êtes nombreux, mais c'est aussi parce que nos clients aiment avoir des spécialistes. Aujourd'hui, vous retrouvez une équipe de spécialistes en onduleur qui sont managés par Carole Perrin. Et donc,
vous allez retrouver, on va aller du nord au sud, en Île-de-France, à Milagier. Donc, vous avez ses coordonnées, son adresse mail. N'hésitez pas à leur écrire et à les solliciter sur des besoins en termes de projet. Vous avez Valentin Chenot qui est sur l'ouest, François Lagache qui est sur le sud-ouest, Cyril Henken qui les gère Méditerranée, Auvergne-Rhône-Alpes, Sébastien Segura, et sur le nord et l'est, une très belle région ligien, Stéphane Ignatio. Donc voilà, vous avez une équipe de commerciaux spécialistes qui travaillent main dans la main avec les responsables de clientèle, que ce soit prescription, installateur. Et en tout cas, encore une fois, n'hésitez pas à faire appel à eux et ou à moi, mais euh, alors attendez, il y a quelqu'un qui me dit pas les mesures, une caméra sur les données. On peut le refaire, mais euh, je sais plus à quel moment, ouais, parce que c'est difficile de faire la présentation et le chat. Mais si vous voulez, moi je peux vous remettre les mesures. Alors, on l'a plus la caméra sur le rendement, est-ce que c'est les mesures de rendement? Alors je vais une autre question sur le mode e-conversion. Que ce soit le mode double conversion ou le mode e-conversion, on peut faire fonctionner tous les onduleurs en parallèle et dans la même configuration que en double conversion. C'est-à-dire que Galaxy VL, pour lui, on peut en mettre 6 en parallèle, arriver à 3 mégawatts. Vous pouvez aussi bien les 6 onduleurs les faire fonctionner en double conversion que en e-conversion. Voilà. Je suis désolé parce que je vois pas le chat, donc c'est notre assistante Amélie qui me passe les questions. En tout cas, si vous avez des questions suite à cette présentation-là, encore une fois, vous pouvez vous adresser aux vendeurs spécialistes. Et puis, sur les mesures de rendement, on va les retrouver, c'était sur cette caméra-là. Je ne sais pas, tu peux remettre de la charge ou me le remettre pour être sûr. C'est ça que tu voyais pas. C'est celle-là qu'on voyait pas. On va remettre un peu de charge. Tiens. Hein? Ouais, on a une conversion. Hein. Comme ça, on finit là-dessus. En tout cas, merci de votre attention. Avec Frédéric, on a essayé de vous proposer ce qui pouvait être le mieux. Et puis, en tout cas, de mêler, encore une fois, un point qui était important, de mêler la parole aux actes. Donc, vous retrouvez, bien évidemment, très bientôt le catalogue onduleur qui va arriver d'ici la fin du mois de mai, l'outil My Schneider avec EcoStructure Specification pour rédiger la partie CCTP. Je vais laisser, Ouais. Juste, Frédéric coupe ton micro pour pas que ça fasse faire scène. Voilà, super. Donc oui, vous retrouvez sur notre espace My Schneider bureau d'études. Ce qui est important, c'est de bien vous déclarer en tant que bureau d'études pour accéder au contenu qui vous est dédié sur My Schneider, hein, parce qu'on a l'équivalent pour les installateurs et les tableautiers. Vous allez retrouver l'outil de CCTP qui vous permettra dans la partie CFO-CFA de déterminer l'onduleur dont vous avez besoin et vous retrouvez les fameux onduleurs avec la e-conversion. Vous pouvez retrouver sur le même espace les sélecteurs de produits où on a toutes les gammes et les onduleurs avec, si je trouve ma souris, voilà, avec les fameux onduleurs à 99% de rendement dans toute la gamme V. Et puis vous avez posé quelques questions, il nous reste quelques minutes, n'hésitez pas si vous voulez continuer à en poser dans le chat. Sinon, notre prochain webinaire, donc on n'en fait pas sur le mois de mai à cause des ponts, des soldes, des congés, et on va le reporter sur le mois de juin. Le prochain concernera toute la partie logicielle de dimensionnement, donc la partie HTA, la partie BT, jusqu'à la mise en enveloppe dans nos armoires Prisma. Et juste vérifier s'il y a des questions avant de clôturer. Non, il n'y en a pas. Hein.
réseau. Et on a 2 questions qui viennent d'arriver. Oui, Donc tous les supports dans les seront réponses. partagés par email la semaine prochaine. On a une question de Nicolas Francis. Avez-vous des onduleurs qualifiés nucléaires? Ah, c'est une excellente question. Non, non, mais c'est un sujet qui, chez Schneider, est sur la table et que je pousse. Mais les onduleurs pour le nucléaire, en tout cas, encore une fois, ça dépend ce qu'on appelle les onduleurs pour le nucléaire, parce qu'il y a des onduleurs qui peuvent être très spécifiques en fonction des zones et du cahier des charges. Donc, il y a certains onduleurs en utilité qui peuvent être, on va dire, comme des galaxies V, qui peuvent être utilisés du fait de leur capacité antisismique en niveau 1 ou niveau 2 dans des environnements nucléaires. Et après, c'est une question de cahier des charges. Il y a très longtemps, quand on était encore MGE, avant de devenir Schneider, on a fait des onduleurs pour le démantèlement de la centrale nucléaire de Creil-Malville, par exemple, où on a testé un onduleur qui a servi uniquement de test pour pouvoir en vendre un deuxième. Et il y avait des nombreuses adaptations, essentiellement liées aux capacités techniques de l'onduleur. Donc aujourd'hui, avec les projets qui se développent, moi c'est quelque chose, en tant que responsable marketing et gérant-le, que je pousse auprès de notre R&D pour aller sur cette chose-là. Mais aujourd'hui, pour la réponse, c'est très clair. C'est si vous avez besoin d'un onduleur demain pour le nucléaire, il vaut mieux vous adresser à notre ancienne filiale qui s'appelle Butor et les consulter, parce qu'eux sont capables quasiment de faire du sur-mesure, ce que nous, on développe plus aujourd'hui. Mais avec les plans d'investissement, en particulier en France, par le gouvernement, sur le nucléaire, moi, c'est quelque chose que je pousse, parce que je sais qu'on peut utiliser des onduleurs, entre guillemets, classiques, avec certains niveaux d'adaptation pour les rendre compatibles. Encore une fois, tout dépend du cahier des charges et de ce qui va être demandé. Donc la réponse, malheureusement, est non, mais peut-être que demain, oui. Alors, tu as encore une autre question sur les versions onduleurs rackables de plus petite puissance. La version e-conversion va-t-elle exister? Alors, c'est une bonne question. Aujourd'hui, non. La e-conversion n'existe pas sur les petites puissances. C'est certainement quelque chose aujourd'hui, je sais qu'on y réfléchit, mais finalement, on commence déjà à avec la e-conversion à 10 kVA et on commence par là où on amène le plus d'efficacité énergétique et le plus de gains. On a travaillé aussi sur les rendements en double conversion sur les petits onduleurs, mais après, faut-il encore que on arrive à expliquer que sur un onduleur de 2 ou 3 kVA, gagner 3% de rendement va avoir son importance. C'est plus simple de l'expliquer quand on gagne sur 500 kVA, mais en tout cas, gardons en tête, et chez Schneider, c'est le cas, que de toute façon, pour décarboner, il faut qu'on améliore notre efficacité énergétique. Donc ça, on le fait déjà sur les petits onduleurs, avec le lithium-ion, des onduleurs moins lourds, avec des impacts carbone moins importants. Mais encore une fois, aujourd'hui, non, la e-conversion n'est pas disponible sur les onduleurs, les petits onduleurs monophasés. Est-ce qu'elle le sera un jour? Moi, je dirais, je l'espère et j'aimerais bien. Hop. Combien d'années garantissez-vous vos onduleurs et les batteries? Alors, la garantie, en fonction du type d'onduleur, la garantie, elle est de 1 à 2 ans. J'aurais tendance à dire que la garantie, c'est plutôt quelque chose de commercial et c'est pas la garantie de bon fonctionnement du matériel. Et dès qu'on arrive sur des onduleurs triphasés de moyenne et de forte puissance en l'occurrence, eh ben il n'en est pas moins qu'il faut faire une maintenance. Alors aujourd'hui, on arrive à faire du préventif et du prédictif, mais la garantie, elle va se limiter suivant les onduleurs, le type et le modèle, entre 1 minimum, voire 2 ans. Les batteries, c'est la même chose. Encore une fois, ça dépend des conditions d'exploitation. Il y a certains petits onduleurs où on va aller sur des garanties de 5 ans, voire même plus sur les petits onduleurs avec des batteries au lithium-ion. Mais dès qu'on est sur des onduleurs triphasés, nous, on estime chez Schneider qu'il faut néanmoins avoir au moins une visite de maintenance préventive une fois par an sur l'onduleur. Pourquoi? Parce que on ne sait pas dans quelles conditions il peut être installé. Là, on est sur un labo de test à côté de Grenoble. C'est-à-dire qu'on pourrait manger par terre, mais il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de niveau d'hygrométrie trop élevé ou choses comme ça.
Moi, j'ai vécu, comme quand j'étais commercial sur les onduleurs, on rentre dans des onduleurs, on tombe dans des locaux qui sont pas propres, qui sont ultra ventilés, mais qui aspirent beaucoup de poussière. Donc non, la garantie, c'est 1 ou 2 ans. Et en tout cas, ce qu'on recommande chez Schneider, à travers la partie maintenance et les services qu'on propose, c'est de connecter l'onduleur à notre service bureau. Ça, c'est un service qu'on propose avec nos contrats de maintenance qui permet de faire du préventif, mais aussi du prédictif. Et encore une fois, une visite de maintenance sur un onduleur de 100 kVA ou même de 50 kVA, c'est pas du luxe parce que c'est pas ce qui garantit son bon fonctionnement. L'œil humain et l'expertise d'un technicien permettra toujours mieux qu'une garantie qui va rester finalement commerciale. Pour un onduleur de sécurité, Fred, alors tout dépend de ce qu'on appelle onduleur de sécurité. Aujourd'hui, on monte à 600 kW unitaire. Si on parle de la norme, la NFS 61940, dans la norme, on peut même monter plus haut puisque rien n'interdit de mettre plusieurs onduleurs en parallèle. En tout cas, la norme n'est pas restrictive. Donc après, on peut faire le choix. Je prends un exemple sur un ERP avec des normes extracteurs de fumée, des moteurs énormes qui vont avoir des impacts de charge énormes. On peut faire le choix soit d'îloter, soit de mettre les onduleurs en parallèle. Moi, de mon point de vue, il vaut mieux îloter. Mais le plus gros aujourd'hui unitaire, c'est l'ISI UPS 3L qui délivre 600 kW. Ce qui est déjà pas mal. Hein. C'est rare qu'on monte au-dessus. Alors, tu as une question. La e-conversion assure un traitement du signal d'entrée, mais n'assure plus l'isolation galvanique. N'est-ce pas un souci versus la protection de la charge? Alors, que ce soit la e-conversion ou la double conversion, en double conversion, on n'assure pas non plus l'isolation galvanique. Donc, tout dépend de ce que du régime de note de l'installation, de ce qu'attend aussi le client. Si on veut une isolation galvanique complète, à un moment, il faut venir mettre un transformateur quelque part. C'est le seul moyen de garantir une isolation galvanique. Encore une fois, même un onduleur classique en double conversion ne garantit pas une isolation galvanique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a encore quelques cas particuliers ou quelques fabricants qui ont des onduleurs avec ce qu'on appelle un transfo-mutateur. Aujourd'hui, les transfo-mutateurs, le dernier onduleur sorti chez Schneider et chez MGE, doit dater de la fin des années 2000, 2007, même avant 2005. L'inconvénient du transfo-mutateur, c'est qu'on vient taper au niveau du rendement et on est plus sur des onduleurs en double conversion à 90% de rendement plutôt qu'à 97%. Encore une fois, si pour avoir une isolation galvanique complète, vous pouvez faire le choix de mettre un transformateur ou deux, si vous testez les réseaux en amont de l'onduleur, qui va vous garantir une isolation galvanique, ou éventuellement de mettre un transformateur d'isolement en sortie d'onduleur, qui viendra forcément, lié au perte de fer, impacter l'efficacité globale de l'installation. Mais que ce soit en double ou en e-conversion, aujourd'hui, ça n'amène aucune garantie d'isolation galvanique chez pas chez Schneider, mais aujourd'hui chez aucun constructeur, à moins d'avoir un transfo mutateur qui soit bien positionné dans la machine. Quelle est la durée de vie moyenne des batteries et sont-elles étanches? Alors aujourd'hui, c'est une question qui est intéressante. On n'en a pas parlé des batteries. La plupart des batteries qu'on utilise sont des batteries plomb étanches. Batterie, il existe différents niveaux de qualité et de ce que les fabricants de batteries, parce que Schneider, nous, on ne fabrique pas de batteries, mais on est certainement un des clients les plus gros au monde des fabricants de batteries avec nos onduleurs, quelques millions de tonnes qu'on achète par an. Et il y a différents niveaux de qualité au niveau des batteries. Et ce que les fabricants de batteries, on travaille avec Exide, avec QAza, entre autres, mais pas que, nous annoncent ce qu'ils appellent des design life. C'est-à-dire c'est une durée de vie théorique à 22, 23 degrés. Donc il y a de la batterie qui est plutôt pour une durée de vie de 5, 6 ans et des batteries qu'ils annoncent pour 10 ans. Alors, encore une fois, d'expérience, les batteries au plomb étanche,
Il y en a peu qui font 10 ans. Pourquoi? Parce que le plus gros impact qui vient finalement dégrader la durée de vie des batteries, c'est la température ambiante. Plus il fait chaud, moins la batterie elle durera longtemps. Donc ça, c'est une équation qui est relativement simple. Donc on a des batteries qui vont tenir à peu près la prix standard, et suivant le prix qu'on y met en fait, hein, entre 4 et 5 ans, et puis des batteries au plomb étanches toujours, qualité supérieure, qui vont tenir 7, 8 ans. Après, il existe aujourd'hui une vraie évolution vers les batteries lithium-ion. Et là, on est plutôt sur des durées de vie de 12 à 15 ans. Et le gros avantage du lithium-ion, c'est que c'est des batteries qui souffrent moins de la température, où la température ambiante va bien moins impacter la durée de vie des batteries. Donc, on va dire batterie au plomb, suivant le type de batterie, 4-5 ans. Et encore une fois, je suis assez pragmatique parce que je l'ai vu de manière opérationnelle. Certaines batteries au plomb vont être autour de 7-8 ans. Et puis après, la partie au-dessus, bah, si on veut vraiment accroître la fiabilité batterie, il faut passer sur du lithium-ion. On a une durée de vie nettement plus longue et une fiabilité plus importante que le plomb. Alors, aujourd'hui, il y a des niveaux de sécurité au niveau du lithium-ion qui sont juste impressionnants au niveau du BMS, de tout ce qui est mesuré. Nous, chez Schneider, on développe notre propre système de BMS et c'est vraiment quelque chose sur lequel on est très pointilleux au niveau de la sécurité batterie au lithium-ion. Mais voilà, c'est une vraie évolution. Le marché, la demande sur des batteries au lithium-ion pour les onduleurs est à peu près en croissance de 15 à 25% au niveau mondial tous les ans. Ça dépend des zones. Mais aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, ils sont à 30% de croissance sur la batterie au lithium-ion. C'est-à-dire qu'on installe de plus en plus de batteries au lithium-ion au détriment des batteries au plomb. À combien sont estimés les courants de fuite? Ça, c'était juste après la partie isolation galvanique. Ça dépend où. Aujourd'hui, les courants de fuite sur un onduleur, on peut être à quelques milliampères ou quelques ampères. Encore une fois, c'est relativement peu. On peut considérer que sur un onduleur de 100 à 150 kW, on va être à moins d'un ampère en termes de courant de fuite. Alors, courant de fuite, c'est pas un problème d'onduleur ou c'est pas un problème de qualité d'onduleur. En fait, c'est le problème du fonctionnement global au niveau du contacteur statique quand on est en double conversion en particulier, où effectivement il y a toujours un résiduel. Généralement, on met pas de différentiel en amont des gros onduleurs, ou rarement, et si on doit mettre un différentiel, il vaut mieux qu'il soit surdimensionné. Moi, j'ai eu à faire des mesures sur un onduleur 100 ou 120 kVA dans le temps. On sortait 1 ou 1,2 ampères, mais c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, j'ai pas d'équivalent. On n'a pas fait de mesures, mais en tout cas, c'est relativement peu compte tenu de la puissance de l'onduleur. Encore une fois, on n'est pas dans du résidentiel où on doit être à 30 milliampères. Une installation industrielle avec des câbles qui passent en chemin de câble ou en gain à barre. Donc aujourd'hui, on doit être autour de 1,5 ampères. Mais c'est quelque chose que je pourrais vérifier avec les gens de la R&D chez nous. Et tu as une dernière question. Est-il possible d'envisager la e-conversion avec un onduleur dont la tension continue serait à 24 volts? Tension de sortie 24 volts. C'est ça que je comprends, Fred? Ah, c'est pas précisé. C'est pas précisé. Alors, nous, dans notre périmètre chez Schneider, on fabrique pas d'onduleur continu. Donc, je vais avoir du mal à répondre. On ne fait que des onduleurs qui sortent de l'alternatif en 230 volts, 400 pour les versions américaines, 480 volts ou 110 volts. Mais aujourd'hui, on ne fabrique pas de 24 volts. Si certains veulent se lancer dans un mode, on va dire, évolué en termes de fabricants, rappelez-vous bien que la e-conversion, c'est le fait aussi d'utiliser le réseau électrique standard. Donc, aujourd'hui, j'ai peur de pas bien comprendre la question, mais je pense pas qu'on ait de réseau électrique distribué par EDF en 24 volts. Mais en tout cas, ça peut être un challenge pour les gens qui fabriquent des convertisseurs 24 volts.
Ah, attends, on est en tension 400 prix en sortie d'utilisation, mais dont l'étage batterie est à 24 volts et non pas 400 volts. Ah, attends, je vais la relire. Alors, je suis pas sûr de bien comprendre et je voudrais pas mal interpréter. En fait, si vous me dites aujourd'hui pour fabriquer du 400 volts pris en sortie, il faut avec un étage batterie à 24 volts, je pense que ça peut pas fonctionner. En fait, il faut une tension batterie qui soit beaucoup plus importante. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y a des fabricants qui arrivent à sortir du 400 volts pris en sortie avec un continu en 24 volts. Donc, moi, je l'ai jamais vu. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, sur un onduleur triphasé comme on vient de tester aujourd'hui, il nous faut la tension, ce qu'on appelle le UBAT mini, la tension d'arrêt de l'onduleur, c'est-à-dire vous le mettez en fonctionnement sur batterie pour sortir du 400 volts en sortie. Je veux pas dire de bêtises, mais hein, et le UBAT mini, 270, 280, ouais. Ouais, nous en fait, pour vous donner un ordre d'idée, au niveau de la batterie, il faut un niveau de tension qui va être autour de 470 volts, batterie chargée complètement, elle va être à 470 volts continu, d'accord? Et quand on va arriver en fin de batterie, qu'on va vider la batterie, quand on va vider la batterie, on va être autour de 270 volts. Donc, encore une fois, je connais pas tout, mais je pense que c'est pas possible de sortir du 400 volts triphasé alternatif sur une base de batterie avec une batterie qui sort que 24 volts. En tout cas, nous, on s'arrête à 270 volts. La batterie, elle a plus assez de tension pour fournir, pour être en mesure de fabriquer du 480, du 400 en sortie. Et tu as encore une question. Pour l'onduleur de sécurité de 600 kW, quelle est la valeur de courant de charge? La valeur du courant de charge, 0,1 C10. Alors 0,1 C10, ça dépend, le C10, ça dépend de la valeur du courant de charge, ça dépend ce que vous mettez comme batterie. En fait, je l'ai pas en tête, donc je voudrais pas vous dire de bêtises, mais je pense que sur un 600 kW, le chargeur est capable de débiter de l'ordre de 50 ampères, quelque chose autour de ça. Il faudrait que je le vérifie parce que je l'ai pas en tête. Mais en fait, le courant de recharge assigné à la batterie dépend de la batterie. C'est-à-dire, en fait, ça dépend c'est le dixième de la capacité de la batterie. En gros, vous mettez une chaîne de batterie de 60 ampères heure, et ben, l'onduleur, il donnera 6 ampères pour la recharger. Si vous pouvez charger plus fort, le problème, c'est que c'est de la batterie au plomb, vous risquez de l'endommager. Si vous mettez 2 chaînes, il faudra mettre 12 ampères. Si vous mettez 10 chaînes, il faudra mettre 60 ampères. Donc après, encore une fois, ça dépend de la capacité de la batterie. Pour le 600 kVA, il faudrait que je vérifie la capacité de charge en courant. Je ne l'ai pas sous les yeux de tête, mais je pense qu'on doit arriver à quelque chose de l'ordre de 40 ou 50 ampères, où l'onduleur avec le chargeur redresseur est capable de fournir pour charger la batterie. Ce qui veut dire qu'il y a quand même une certaine quantité de batterie, ce qui n'est pas étonnant non plus, puisque pour du désenfumage de la sécurité, on demande des autonomies de 90 minutes. Mais si vous avez même, une fois passé les pics de courant des moteurs de désenfumage, même si vous avez que 200 kW en régime établi, 200 kW 90 minutes, il faut effectivement quelques tonnes de batterie et quelques batteries. Mais si on a vos coordonnées, je peux vérifier et puis on peut regarder pour que je vous fasse une réponse officielle et écrite. Mm. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi au lithium, on peut charger beaucoup plus rapidement et plus fort la batterie. On n'est pas tenu par le plomb, donc on peut assigner un courant de recharge qui est beaucoup plus important. Voilà. Ok. Je pense qu'on en a terminé. En tout cas, Oui. il est 15h30 dépassé. On est vendredi. Moi, je n'ai pas fini ma journée. Frédéric Liout, il était presque en vacances aujourd'hui, non? En tout cas, merci, merci de votre participation. Moi, c'était un vrai plaisir de faire ça. C'était un petit peu périlleux, un peu risqué. Il a fallu qu'on travaille avant, qu'on révise. Merci en tout cas à mes deux Frédéric. Et en tout cas, voilà, c'était quelque chose, je voulais que ça change.
qu'on fasse quelque chose d'un peu différent. Je voulais juste, avant de terminer, vous dire que la plateforme d'essai sur laquelle on est aujourd'hui est quelque chose qui vous est ouvert. Donc, voyez avec vos responsables de clientèle, voyez avec vos commerciaux spécialistes, on peut vous recevoir ici. On l'a déjà fait on le fait avec des clients utilisateurs, des installateurs. On l'a fait souvent, moi je l'ai fait souvent avec des bureaux d'études. Et en tout cas, voilà, on essaie de grouper en fonction des demandes. C'est gérable jusqu'à 8 ou 10 personnes physiquement. Mais si vous voulez vous déplacer ici, on vous recevra avec plaisir. Et vous pourrez faire tous les essais que vous voulez sur les onduleurs. Là, on s'est limité. Mais cette fois, il y a des demandes un peu différentes sur des essais. Et on est là pour ça. En tout cas, voilà, c'est un bel outil. C'est à votre disposition. C'est à la disposition de nos commerciaux pour pouvoir vous emmener. Je vous remercie pour ceux qui ont pris des vacances. Bon repos et passez à tous un bon Frédéric. Et donc, la présentation qui a été projetée et le replay vous sera adressé d'ici une semaine.